Bonjour et bienvenue sur notre stand de la REF où nous recevons Jean-Daniel Lévy, directeur général délégué de Harris Interactive, pour évoquer la situation politique et, je dirais, la façon dont les Français abordent cette situation, quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes. Donc, qu'allons-nous devenir dans les prochains mois sur le plan politique? Donc, sans attendre, je vous passe la parole, Jean-Daniel. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier aspect, je pense, qui est important d'avoir à l'esprit, c'est de reprendre un peu la séquence telle qu'elle s'est déroulée. Nous avons eu deux élections présidentielles avec la présence de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, aussi bien en 2017 qu'en 2022. Nous avons connu des phénomènes qui ont été, je crois, assez peu évoqués. Que pour la première fois depuis 1969, il y a eu une progression de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle, que ce soit en 2017 ou en 2022. Et à chaque fois, il y a eu non seulement une progression de l'abstention, mais également une progression du nombre de bulletins blancs et nuls que nous avons eu au deuxième tour de chacun des scrutins. Donc, c'est-à-dire une inscription du Rassemblement national dans le paysage politique et une réaction des Français qui a empêché à cette époque-là le Rassemblement national d'arriver en tête, mais en tout cas avec des phénomènes d'opposition qui sont apparus comme étant relativement limités. Et puis le troisième aspect qui vient précéder cette séquence-là, ce sont les dernières ou les avant-dernières élections législatives, où en 2022, on s'en souvient, la majorité présidentielle n'a pas obtenu la majorité parlementaire. Ce qui s'est passé, notamment au cours des dernières élections européennes, est extrêmement intéressant parce que nous n'avons pas connu un 21 avril, contrairement à ce qui s'était passé par exemple en 2002. Les Français n'ont pas été surpris des résultats des élections européennes. Les Français ne se sont pas dit « Oula, le RN est arrivé en tête, soit c'est une catastrophe, soit c'est une situation à laquelle on ne pouvait pas s'attendre ». Et on savait que aussi bien les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national, que les électeurs qui ont voté pour d'autres forces politiques, que les électeurs enfin qui se sont abstenus, savaient précisément ce que pouvaient être les conséquences de leur propre comportement électoral. Donc, au soir des élections européennes, les Français n'ont pas vécu une forme de coup de tonnerre du fait des résultats. Le coup de tonnerre, ça a été l'annonce d'Emmanuel Macron de la dissolution un peu plus d'une heure après l'annonce du résultat. Cette situation a amené les uns et les autres à dire on ne comprend pas deux choses. Un, on ne comprend pas l'urgence aujourd'hui à prendre précisément cette décision, parce que le message qui a été émis dans le cadre des élections européennes n'était pas précisément un désaveu à l'égard du président de la République, mais c'était également des messages qui étaient émis au niveau européen, en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, en matière de perspectives que l'on peut avoir d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, et donc ils n'ont pas compris le moment de la décision. Et puis, il y a eu un deuxième aspect, c'est que cette Assemblée nationale, qui a été présentée par le président de la République comme ne fonctionnant pas, n'était pas identifiée exactement de cette manière-là de la part de nos compatriotes non plus. Ils ne disaient pas qu'ils étaient extrêmement heureux, mais ils avaient le sentiment que globalement, les choses arrivaient à avancer et que même s'il fallait recourir au 49.3, ce qui n'était pas forcément leur souhait absolu, globalement, on n'était pas face à un Parlement qui était à l'arrêt, on n'était pas forcément face à un Parlement qui ne prenait pas de décision, on n'était pas forcément face à un Parlement qui était dans l'incapacité de pouvoir produire son travail législatif. Donc un peu comme la dissolution de 1997, des Français qui n'ont pas compris le sens de la dissolution et la question du timing. Nous avons donc eu, on le sait, cette situation politique avec 3/3, pas tout à fait également répartis, avec des électeurs qui ont voté de manière massive, il faut le rappeler, pour le Rassemblement national au premier tour, qui ont voté de manière bien plus importante en 2024 qu'en 2022, à nouveau pour le Rassemblement national, même si le barrage républicain a atteint ses objectifs, c'est-à-dire que Jordan Bardella n'est pas aujourd'hui en capacité de pouvoir être Premier ministre. Mais je pense qu'il est important, quand on prend la situation politique aujourd'hui actuelle, de rappeler que s'il y a eu un vainqueur de ces élections, c'est avant tout le Rassemblement national si on compare à la situation de 2022. En 2 ans, nous avons au premier tour des élections législatives 19% des Français qui ont voté pour le RN en 2022, 34% en 2024. Donc une progression de pratiquement 100% en 2 ans de temps. Et en termes de transformation, près de 50%
en plus de députés. On s'était dit en 2022, 89 députés pour le Rassemblement national, c'est un coup de tonnerre. Nous en avons aujourd'hui plus de 140. Et ça s'est effectué dans un contexte où certes le barrage républicain dans l'ensemble a fonctionné, mais où il y a, dans la plupart du temps, non pas des triangulaires, mais des duels qui ont amené des candidats du Rassemblement national à pouvoir être présents dans le cadre du deuxième tour. Tant et si bien que quand vous demandez aujourd'hui, quand vous posez la question aux Français sur le Premier ministre idéal qu'ils souhaitent avoir à l'heure actuelle, Jordan Bardella fait partie des principales personnalités qui sont attendues comme étant potentiellement Premier ministre, même si on sait que cela ne se produira pas, en tout cas pas dans le cadre a priori de cette situation législative. La situation est aujourd'hui un temps suspendu de la part d'électeurs qui ne souhaitent pas mordicus l'arrivée de Lucie Castet à Matignon, dans un contexte où même les électeurs de gauche n'ont pas forcément voté pour la totalité du programme du NFP, et dans un contexte où aujourd'hui l'attente est effectuée à l'égard du président de la République de trouver une solution, et quand bien même aujourd'hui il a, entre guillemets, renvoyé la balle en invitant les différentes forces parlementaires à trouver une solution, le regard qui est porté aujourd'hui essentiellement autour du président de la République. Donc justement, les Français ont finalement vécu le mois d'août assez tranquillement entre les JO et les vacances. Est-ce que le degré d'attente va augmenter, et je dirais, quelle est la solution que les Français attendent? Parce qu'il peut y avoir aussi soit le constat d'un blocage et le fait qu'il faudra revenir aux urnes, soit la tentation de monter des accords un peu inédits dans un cadre français de post-élection. Est-ce que les Français attendent quelque chose là-dessus? Alors, ils attendent quelque chose depuis qu'on est revenu à un débat politique et non pas à un débat JO. Ils ont effectivement vécu pleinement la séquence JO, ça on le sait. Ils ne se levaient pas tous les matins en se demandant mais au final qui va être le ou la prochaine première ministre, mais dans un contexte où aujourd'hui Emmanuel Macron a remis la thématique politique au centre du débat, on a vraiment des Français qui se tournent vers là. Si la solution était simple d'un point de vue politique ou d'un point de vue d'opinion, ça se saurait. Parce qu'on a aujourd'hui, quand on interroge les électeurs, je ne parle même pas uniquement en termes de personnalité politique, mais en termes de contour de ce que pourrait être la prochaine majorité, pratiquement autant de définitions du contour idéal que nous avons d'électorat. Le NFP, déjà, n'est pas un électorat. Ce sont 3, voire 4 électorats différents, et selon qu'on soit proche de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, le regard va être un regard qui va être différent. Les électeurs, la France Insoumise, sont assez nets, assez clairs. Le programme, tout le programme, rien que le programme, et en termes de traduction politique, toutes les 4 composantes principales du nouveau Front populaire, et pas plus loin que ça. Lorsque vous interrogez les électeurs socialistes ou écologistes, le regard est un peu plus différent. Et donc ils sont beaucoup moins enclins à voir la présence de députés ou le soutien même de la part de la France Insoumise à la coalition. Et donc ils vont être amenés à avoir un regard pour en gros un quart d'entre eux qui va se tourner vers le centre. L'électorat du centre va pencher et du côté gauche et du côté droit dans une sorte de en même temps que l'on a déjà identifié. Et puis enfin, les électeurs LR vont pencher, eux, un peu plus du côté de la majorité présidentielle que des Républicains. Les sympathisants de la droite, c'est-à-dire notamment du RN ou proche d'Éric Ciotti, vont avoir tendance, pour près d'un tiers d'entre eux, à considérer qu'il pourrait y avoir des alliances avec les Républicains. Donc il y a effectivement la question des personnes qui se posent, mais il n'y a pas de forme de cohérence aujourd'hui d'un point de vue d'opinion, hormis le fait d'avoir une proximité politique affirmée qui va donner des contours, qui vont être des contours propres à l'histoire de chacune des formations politiques. Emmanuel Macron est donc au centre du jeu. Quels sont un peu les atouts qu'il a et les risques qui se présentent à lui? Parce que quelque part, il a déjà utilisé la carte de la dissolution. Il ne peut pas essuyer un autre échec politique sans que la question de son maintien à l'Élysée se pose. Et certains partis politiques ne vont pas hésiter à la poser assez rapidement. Aujourd'hui, ce que disent les Français, c'est Emmanuel Macron nous a posé une question, nous avons donné une réponse, c'est à lui à trouver la traduction politique. Donc le regard n'est pas un regard qui s'est déporté sur la responsabilité des parlementaires, mais c'est un regard qui est porté
à l'égard du président de la République. Le fait que lui-même orchestre la discussion, les débats, la possibilité de nommer ou de ne pas nommer un tel ou un tel, vient renforcer effectivement la pression à l'égard du président de la République. Alors, si la solution simple et évidente existait, elle se saurait, je n'aurai pas la prétention d'être le seul à l'avoir identifiée, et donc il y aura forcément une situation avec des mauvaises solutions. Je serais tenté de dire que, un peu comme en 2022, l'idée n'est pas forcément d'arriver à trouver une forme de coalition qui soit suffisamment nombreuse pour pouvoir réunir 289 députés, mais l'idée c'est d'arriver à d'éviter qu'il y ait justement 289 députés qui soient fermement contre la majorité ou le nouveau gouvernement. Donc l'enjeu se portera de cette manière-là. Le deuxième enjeu, ça sera indéniablement un enjeu budgétaire, même si les Français aujourd'hui ne voient pas que peuvent être les enjeux du budget qui vont se présenter devant nous, même s'ils n'ont pas connaissance de toutes les arcanes et de toute la complexité, de toute la mécanique parlementaire qui doit œuvrer, cette pression va commencer à monter, et ce d'autant plus que, on le sait, le gouvernement a commencé à présenter ses principales orientations et ses principales lettres aux différents ministères. La possibilité pour Emmanuel Macron est effectivement assez limitée. Il ne peut pas maintenir le pays dans une situation comme celle-ci pendant trop longtemps. Il ne peut pas escompter avec certitude obtenir une majorité après une dissolution, et qui plus est, si jamais il devait y avoir une dissolution, celle-ci ne pourrait pas avoir lieu avant au moins un an, parce qu'elle ne va pas se remettre à voter au mois de juillet ou au mois d'août, et donc ça va faire croître l'attention sur le président de la République. Il est certain que parmi les différents acteurs, aujourd'hui, il y en a un qui souhaite absolument qu'il y ait une destitution du président de la République et une nouvelle élection présidentielle. Cet acteur s'appelle Jean-Luc Mélenchon. On a vu toute la stratégie qu'il a opérée, et c'est quasiment un des seuls acteurs qui donne le sentiment d'avoir une stratégie du début à la fin. Reste que ce jeu apparaît comme étant là aussi extrêmement dangereux, parce qu'à l'heure actuelle, si jamais il devait y avoir une élection présidentielle, la situation serait assez simple. Il y aurait la qualification quasiment certaine de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et si jamais Jean-Luc Mélenchon devait être qualifié pour le deuxième tour face à Marine Le Pen, avec une quasi-certitude, ça serait Marine Le Pen qui gagnerait la prochaine présidentielle. Donc cette volonté d'avoir une sorte de front républicain qui se constituerait derrière Jean-Luc Mélenchon est loin d'être une dimension assurée. On le voit d'ailleurs quand on interroge les Français sur la possibilité de pouvoir avoir un Premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon, avec les 2 tiers des Français qui y sont fermement opposés. On a vu aussi que effectivement certains partis politiques ont été secoués par cette élection. Donc le Rassemblement national qu'on attendait finalement a révélé plus de failles qu'on ne le pensait. L'ex-majorité présidentielle semble quand même s'effriter encore davantage. Les tensions entre le PS et la France insoumise ont encore augmenté. Je dirais quelque part dans l'esprit des Français, quelle est l'image de ces partis? Est-ce que certains sortent grandis ou sortent au contraire diminués de cette séquence électorale? Personne à l'heure actuelle ne sort véritablement grandi de cette séquence. Je pense que c'est important de rappeler que le Rassemblement national a eu un peu la victoire par anticipation facile. Ils n'ont pas présenté tous les candidats qui étaient les plus présentables entre guillemets. On a vu en fait que la mise en avant de certains candidats qui étaient, si on veut être sympathique, loufoques, et d'autres qui étaient extrêmement sulfureux, a eu une incidence sur le vote de la droite traditionnelle qui ne s'est pas déplacée pour aller voter pour les candidats du Rassemblement national. Je pense qu'il est important de rappeler également 2 choses. La première chose, c'est que le Rassemblement national a mis la thématique de la binationalité au cœur d'un des débats. Et on a aujourd'hui environ 10 millions de Français qui sont soit directement, soit indirectement concernés par la thématique de la binationalité. Donc ça a eu une incidence sur le regard qui était porté à l'égard du Rassemblement national. Et puis le deuxième aspect, on se rappelle que Marine Le Pen avait dit que lorsqu'il serait au pouvoir, parce qu'elle était assurée qu'il serait au pouvoir, à aucun moment le président de la République n'aurait à intervenir en matière de défense ou en matière de principales orientations concernant la politique étrangère. Et là, l'électeur gaulliste, l'électeur traditionnel des droites a dit c'est pas tout à fait ce qu'on attend, et donc il y a une remise en cause d'un certain nombre de nos institutions et qui a entraîné une forme de baisse
du vote en faveur des candidats du Rassemblement national. Rappelons malgré tout que la seule formation politique qui a progressé de manière aussi nette a indiqué et a utilisé le terme défaite. Qu'ils ont dit, nous allons faire différemment. Nous reconnaissons ce qu'ont pu être nos différentes erreurs dans le cadre de cette séquence électorale et que dans ce contexte-là, il est assez rare d'avoir des responsables politiques qui disent « nous nous sommes trompés, nous pouvons faire mieux » et donc c'est probablement la formation politique qui bénéficiera dans quelques mois le plus de la situation actuelle parce qu'on sait qui plus est, qu'il va y avoir une pression de Bruxelles concernant la dette et les déficits, concernant nos comptes sociaux également, et que ceci entraînera une tension forte à l'égard des gouvernants et donc des politiques publiques qui seront déployées. Et on sait que le RN arrive à se constituer là-dessus. Pour les autres formations politiques, si on regarde, il y a eu une légère augmentation du nouveau Front populaire en 2024 par rapport à 2022, mais qui n'est pas non plus une éclosion complète. Et puis enfin, une baisse nette du vote en faveur de la majorité présidentielle et donc des formations politiques qui, à ce titre-là, sont plutôt abîmées que renforcées. Donc, un Premier ministre devrait normalement arriver bientôt avec un gouvernement. Quelles sont les attentes prioritaires des Français face à ce gouvernement? Est-ce qu'ils souhaitent d'abord qu'il gère les affaires courantes, qu'il prenne des initiatives ou qu'il assure un peu une sorte de paix sociale et politique? Le premier aspect, c'est que nous sommes un pays qui est un pays politique. Nous sommes un pays qui a besoin d'avoir une confrontation politique. Et donc qui a besoin d'avoir des orientations politiques qui donnent le sentiment d'être fortes, voire très fortes. Et que dans ce contexte-là, on attend de la part du prochain Premier ministre et de la part du prochain gouvernement, non pas une gestion technique, mais une gestion à caractère politique. Le deuxième aspect, quand on entre dans le détail, quand on voit les préoccupations de la part de nos compatriotes, il y en a une, elle phagocyte quasiment toutes les autres, c'est la thématique du pouvoir d'achat. Elle était présente, on s'en rappelle, au cours de la dernière élection présidentielle, elle était présente au cours des élections législatives, et donc c'est comment répondre à cette question-là. Derrière la question du pouvoir d'achat, il y a une question de justice, il y a une question de justice sociale, il y a une question de justice fiscale, il y a une question de rétribution pour faire vite de ce que peut être la contribution de la part des uns et des autres à l'effort collectif et la forme de retour sur investissement qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, avec le sentiment que globalement, on fait des efforts et on n'a pas forcément en retour la restitution au regard de notre implication. Dans les scénarios des prochains mois, on a le scénario optimiste où finalement un gouvernement se dégage, arrive globalement à gouverner, et un peu le scénario noir où on enchaîne les motions de censure, les chutes de gouvernement. Comment est-ce que les Français réagiraient à ce scénario noir? Mal. Mal, d'autant plus qu'on n'est pas du tout dans une culture politique où on a connu ça. On n'a pas l'histoire même du fait qu'il y a pu avoir en 1962 une censure, par exemple, si on prend cet exemple-là, contre le gouvernement Pompidou à l'époque. Donc il y a une culture politique qui n'est pas là-dedans. Et on nous a présenté la Ve République comme étant la stabilité par rapport à ce qu'avait pu connaître la 4e République. On a besoin d'avoir des acteurs qui donnent le sentiment qu'ils s'inscrivent sur le temps long. Et à l'heure actuelle, on n'aura pas forcément, si jamais il devait y avoir destitution et difficultés en fait, rencontrées par les différents gouvernements du fait de motions de censure perpétuelles, de perspectives qui seraient des perspectives qui seraient heureuses. Le deuxième aspect, c'est que le président de la République, si on était dans cette situation-là, serait profondément affaibli. Parce que le seul argument quasiment qu'il a utilisé pour ne pas accepter la nomination de Lucie Castet, ça a été l'instabilité. Et qu'il souhaitait qu'il puisse y avoir une forme de stabilité. Et si jamais en fait, la solution qui devait être amenée à se dégager devait entraîner des procédures de manière assez fréquente de remise en cause des différents gouvernements, le président de la République pourrait être profondément affecté. Donc, quelque part, en 2025, on a de fortes probabilités d'avoir une nouvelle séquence électorale. Le sondeur le souhaite. La probabilité est importante, mais elle n'est pas absolue, parce qu'il faut aussi se dire que la situation permettrait d'être clarifiée et permettrait globalement d'avoir une situation qui serait encore plus encline à aller globalement dans le bon sens. Quelle sera l'analyse que l'on fera dans un an? Est-ce que le Rassemblement national sera renforcé ou ne sera pas renforcé? Est-ce que le Front républicain aura ou pas des chances d'exister à nouveau? On peut faire l'hypothèse que le RN soit encore plus fort dans un an, et on peut faire l'hypothèse également que l'idée du Front républicain soit beaucoup moins marquant cette fois-ci qu'il ne l'a été au cours du dernier scrutin.
aller demander dans un an à un candidat LFI d'aller se retirer au profit d'un candidat macroniste, en tout cas, aujourd'hui, vous lui demandez, il vous dit qu'il ne le fera pas. Et donc, la tonalité, la couleur politique de l'Assemblée nationale sera extrêmement différente. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer d'ici un an, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que l'idée de se dire qu'il pourrait y avoir à nouveau une dynamique d'opposition manifeste d'un point de vue politique, voire d'un point de vue électoral contre le Rassemblement national, n'est pas quelque chose sur lequel on peut parier aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage sur un avenir à la fois intéressant, excitant et incertain, et où finalement l'arrivée du RN au pouvoir est quand même, peut être au bout de beaucoup de chemin finalement. Voilà. Merci à tous, merci Jean-Daniel Lévy pour cet éclairage.